Il existe des mots que l'on prononce sans réfléchir, des mots que l'on utilise dans une phrase, sur un réseau social ou dans une discussion enflammée, sans imaginer qu'ils furent autrefois un nom, un visage, une existence réelle. Et parmi ces mots se trouve boycott, un terme devenu si banal qu'il semble avoir toujours appartenu au langage politique et économique, alors qu'il désigne, à l'origine, un homme bien précis. Un homme qui, en 1880, s'y retrouve au centre d'un affrontement silencieux qui allait transformer à jamais la manière dont les foules exercent le pouvoir. Cet homme s'appelait Charles Boycott, et rien, dans son parcours, ne le destinait à entrer dans l'histoire autrement que comme un fonctionnaire zèle, au service d'un système bien plus vaste que lui, un ancien capitaine de l'armée britannique devenu agent foncier dans l'ouest de l'Irlande, chargé de collecter les loyers pour le compte d'un propriétaire absent, Lord Hearn, comme tant d'autres intermédiaires dans un empire qui fonctionnait à distance, administrant des terres qu'il ne cultivait pas et gouvernant des populations qu'il ne comprenait pas toujours. Pour comprendre comment un nom a pu devenir un verbe, il faut revenir dans l'Irlande de la fin du 19e siècle, dans ces paysages verts qui, derrière leur beauté presque mystique, dissimulaient une réalité sociale tendue, marquée par des décennies d'inégalités foncières, par le souvenir encore brûlant de la Grande Famine et par une dépendance économique totale des paysans envers des propriétaires britanniques, souvent absents, installés à Londres, protégés par les lois impériales et représentés localement par des agents comme Boycott. Les terres appartenaient majoritairement à une minorité protestante anglo-irlandaise, tandis que les cultivateurs catholiques, qui travaillaient ces terres depuis des générations, n'en possédaient aucune, vivant dans une insécurité permanente, pouvant être expulsés à tout moment en cas de retard de paiement, et dépendant d'un système qui, dans les années de bonne récolte, était déjà fragile, mais qui, lors des mauvaises saisons, devenait brutal. En 1879 et 1880, les récoltes sont médiocres dans le comté de Mayo, les revenus chutent, les familles peinent à survivre, et les fermiers demandent une réduction temporaire des loyers, non par esprit révolutionnaire, mais par nécessité, cherchant à gagner du temps, à préserver leurs terres, à éviter l'expulsion. Face à eux, Charles Boycott applique les règles, refuse la réduction et entame les procédures d'expulsion pour les retardataires, convaincu d'agir conformément à ses obligations professionnelles, sans percevoir qu'il est devenu, aux yeux de la communauté, le visage concret d'un système perçu comme injuste. À cette époque émerge un mouvement structuré, la Irish National Land League, dont l'objectif est de défendre les droits des fermiers et de réformer le système foncier irlandais, et dont les leaders comprennent que l'affrontement direct avec l'Empire britannique serait voué à l'échec, car la puissance militaire et juridique de Londres dépasse de loin celle des paysans locaux. Il faut donc inventer autre chose, une stratégie qui ne repose ni sur la violence armée ni sur l'émeute spontanée, mais sur une discipline collective capable de frapper là où le système est vulnérable. L'idée qui émerge est simple, presque évidente, une fois formulée, mais radicale dans ses conséquences. Au lieu d'attaquer Boycott, il faut l'isoler. Au lieu de l'affronter, il faut le priver de coopération. Au lieu de créer un martyr par la violence, il faut le rendre inutile par le silence. Ainsi commence l'effacement. Les ouvriers agricoles quittent ses champs, les domestiques démissionnent, les commerçants refusent de lui vendre des biens, les forgerons ne feront plus ses chevaux, les voisins cessent de lui parler. Et progressivement, dans un village où les relations sociales sont vitales à la survie quotidienne, Boycott se retrouve entouré d'un vide organisé, d'un silence collectif qui n'est ni accidentel ni chaotique, mais méthodique. Ce que ces paysans ont intuitivement compris, la psychologie moderne le démontrera bien plus tard. L'exclusion sociale est une douleur réelle, mesurable, neurologiquement comparable à la souffrance physique, et dans une société rurale du 19e siècle, où chaque activité dépend de l'entraide et de la collaboration, être isolé signifie être paralysé. Boycott tente de résister, persuadé que l'autorité britannique le soutiendra, et il écrit aux autorités pour demander de l'aide. Londres répond
en envoyant des ouvriers protestants venus d'Ulster, escortés par plus d'1 millier de soldats, afin de récolter les champs abandonnés, créant une scène presque absurde où une armée impériale protège quelques travailleurs dans des terres devenues le symbole d'un affrontement silencieux. Le coût de cette opération dépasse largement la valeur de la récolte elle-même, transformant ce qui était censé être une démonstration de force en un aveu de faiblesse, car aucune armée ne peut forcer durablement une population entière à coopérer si elle a décidé de ne plus le faire. Quelques mois plus tard, Charles Boycott quitte l'Irlande, non pas battu dans une confrontation violente, mais usé par l'isolement, incapable de fonctionner dans un environnement qui a retiré son soutien. La presse britannique s'empare de l'affaire, fascinée par cette méthode inédite, et cherche un mot pour la décrire. Faute de termes existants, elle utilise le nom de l'homme au centre de l'événement. Et To Boycott commence à circuler dans les journaux avant d'entrer officiellement dans le dictionnaire anglais en 1888, consacrant un phénomène rare dans l'histoire linguistique, la transformation d'un individu en verbe. Le nom boycott cesse alors de désigner une personne précise pour devenir une stratégie, un outil, un symbole de pression collective non violente, et c'est ainsi qu'un épisode local de l'Irlande rurale devient un concept mondial. Au XXe siècle, le boycott devient une tactique reconnue dans les luttes politiques et sociales. En Inde, Mahatma Gandhi encourage le boycott des produits britanniques, incitant les Indiens à filer leur propre coton et à refuser les textiles importés, transformant un geste économique en acte de résistance symbolique. Aux États-Unis, en 1955, l'arrestation de Rosa Parks déclenche le boycott des bus de Montgomery. Une mobilisation de 381 jours, durant laquelle la communauté afro-américaine refuse d'utiliser les transports publics, infligeant des pertes financières importantes à la ville et contribuant à la fin de la ségrégation dans les bus. Dans ces cas, le boycott démontre que la coopération n'est pas acquise, qu'elle peut être retirée, et que ce retrait, lorsqu'il est coordonné et persistant, peut produire des changements légaux et politiques majeurs. Aujourd'hui, le boycott a changé d'échelle et de vitesse. Il ne s'organise plus uniquement dans des réunions physiques ou des discours publics, mais circule à travers des plateformes numériques où une vidéo, une déclaration ou une accusation peuvent déclencher en quelques heures un appel massif au retrait de soutien, entraînant la perte de sponsors, l'annulation de contrats ou la chute de la réputation d'une entreprise ou d'un individu. Le mécanisme reste pourtant identique à celui de 1880. Retirer la coopération, couper l'accès au réseau, rendre coûteuse l'existence sociale ou économique de la cible. Cependant, la rapidité contemporaine introduit un risque nouveau, celui de la précipitation, de la condamnation immédiate, de la décision collective fondée sur des informations partielles, transformant parfois une arme de justice en outil de destruction impulsive. C'est ici que l'histoire de Charles Boycott dépasse son contexte originel, car elle nous oblige à poser une question fondamentale. Si le pouvoir dépend de la participation collective, alors qui décide quand cette participation doit être retirée? Et selon quels critères cette exclusion devient-elle légitime ou abusive? Charles Boycott était peut-être rigide, peut-être indifférent à la détresse des fermiers, peut-être simplement un rouage dans un système structurellement injuste, mais son nom est devenu un symbole. Et comme tout symbole, il a perdu sa nuance. C'est l'histoire d'un homme, d'un village et d'un refus organisé. Un refus si discipliné et si déterminé que son nom a franchi les frontières et les siècles pour devenir un verbe universel. Un mot que nous prononçons encore aujourd'hui sans toujours mesurer qu'il porte en lui la mémoire d'un champ vide, d'une communauté unie et d'un pouvoir silencieux. Désormais, lorsque vous entendrez le mot boycott, il ne s'agira plus seulement d'un slogan ou d'une tendance numérique, mais du rappel qu'un groupe peut exercer une force immense, sans violence apparente, simplement en retirant ce qui nourrit un système, sa coopération. Et dans un monde où chaque clic, chaque achat et chaque abonnement constitue une forme de participation, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si le boycott fonctionne,
mais de comprendre à quel moment nous décidons, ensemble, que retirer notre soutien est un acte de justice, et à quel moment il devient une condamnation irréversible.